Bonjour à toutes et à tous. Donc juste avant, on avait droit à un cours sur l'innovation et des débats sur l'innovation. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Donc là, on va vous parler en fait de, une fois qu'on innove bien, la tentation elle est grande de montrer les choses, de les dire, notamment les dire quand ça touche à l'environnement. Et merci à Creative Pack de nous avoir invités à cette table ronde pour parler d'allégations environnementales. Donc notamment des allégations environnementales relatives à l'emballage. Donc on va essayer d'une manière séquentielle d'ailleurs, je vais vous présenter un petit peu les gens qui sont autour de la table, de décrypter un petit peu tout ce que vous devez savoir pour amener une information sincère et robuste à votre consommateur, tout simplement parce que c'est ni plus ni moins que la loi Grenelle, une loi récente. Donc l'agenda de la table ronde, et on fera un petit tour de table pour se présenter. Donc le CNE, donc Bruno Siri, je suis le délégué général du Conseil national de l'emballage. Je vous en dirai un peu plus sur qui on est et ce qu'on fait, et notamment le document qu'on a édité récemment sur les allégations environnementales. Donc la RPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, c'est ça, donc avec Stéphane Martin qui est à ma gauche. Donc pour justement décrypter un petit peu ces missions de la RPP, ex-BVP, sur tous ces messages qui sont de type développement durable. EVA, donc, qui est à ma droite, Jean-Baptiste Pouillou, qui est une agence conseil en ACV, et pour justement vous délivrer les messages sur le côté méthodologique. Et InVivo BVA, qui au bout du bout, une fois qu'on a fait tout ça et qu'on délivre une information correcte, sincère dans les règles, finalement, qu'est-ce qu'on comprend le consommateur? Donc, appuyé en cela par un sondage, somme toute, tout à fait récent. Donc voilà, donc, si vous en êtes d'accord, on va travailler un petit peu de manière séquentielle, puisque chacun a sa spécificité sur le sujet. Je vais juste d'abord, moi, vous parler de qui est le CNE. Donc, typiquement, nous, on est une association qui existe depuis 1997, et on est une association 1901, où on agrège en fait tous les acteurs économiques et associatifs qui correspondent à la chaîne de valeur emballage, depuis les matériaux et les consommateurs, les emballagistes, la grande distribution, les marques. Et nos missions, typiquement, c'est vraiment d'être un think tank, d'être un catalyseur pour prêcher la bonne parole et des bonnes pratiques pour le meilleur de l'emballage. Donc bien évidemment, on émet aussi des recommandations, des avis, en particulier au pouvoir public par rapport à l'emballage. Et on a édité récemment un guide d'éco-conception qui sert d'appui aux responsables de R&D emballage pour bien concevoir un produit emballé. On développe la prévention par réduction à la source, donc le R de réduire dans le mot emballage. Et moi, mon boulot au quotidien, c'est vraiment de mettre tous les partenaires du CNE autour de la table. Et les partenaires, là, vous les avez là sur ce slide. On est vraiment avec toute la chaîne de valeur, donc les matériaux, les fabricants d'emballage, les entreprises de biens de grande consommation, la grande distribution, la fin de vie via éco-emballage, les associations de consommateurs autour de la table, les associations de protection de l'environnement et les collectivités locales. Donc je ne rentrerai pas trop dans le détail, mais sachez que vous pouvez tout retrouver sur notre site internet. Nos publications récentes, parce que l'animation que je fais, c'est en fait on met tout le monde autour de la table, donc tous les partenaires que vous avez vus juste avant, pour en fait co-construire, co-rédiger des documents. Donc je vous ai mis les plus récents, vous pouvez les télécharger parce que chez nous tout est entièrement gratuit. Et typiquement, on va surtout évoquer la notion d'allégation environnementale, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui tous ensemble, relative aux emballages de produits. Donc on a écrit un document sur nos avis et nos recommandations en termes de CNE sur ces choses. Donc juste pour faire assez rapidement, je donnerai aussi la parole ensuite à mes voisins. On a pris quelques éléments comme ça qu'on a piochés dans la nature. Sachez qu'on peut en trouver plus. Nous, on en a documenté une trentaine dans le livre dont je viens juste de vous parler. Donc voilà, que signifie ce sac 100% dégradable pour un consommateur? Donc vous, en tant que responsable metteur en marché, ou tout simplement peut-être fabricant du sachet plastique, sachez que ça c'est incompréhensible pour le consommateur. Donc à un moment donné, il faut aussi une certaine sémantique. La barquette qui est recyclable, bon, c'est une barquette en plastique. Sachez simplement qu'aujourd'hui, en France, parce qu'on parle bien de Conseil national de l'emballage, donc en France, cette barquette en plastique ne l'est pas.
donc c'est juste une information erronée. Un sachet avec un petit bouchon qui se dit écologique et 100% recyclable, même punition. Sachet en plastique souple n'est pas recyclable en France. Vous avez aussi des assertions ou des allégations du genre arrêtons le plastique, faisons du carton parce que c'est plus écolo. C'est basé aussi sur rien du tout. Donc on verra avec EVA qu'il faut des bases solides pour pouvoir énoncer ces choses-là. On a même eu la surprise de voir que certains emballages allaient révolutionner la planète sous forme d'une révolution écologique. Donc là aussi, c'est une information qui appuyait sur rien, donc qui n'a pas lieu d'être. J'ai gardé le dernier un petit peu pour la fin, parce que ça, c'est quelque chose qui me plaît bien et qui m'irrisse aussi en même temps, puisque on est quand même un petit peu défenseur de l'emballage quand même. On a un metteur en marché qui a mis sur le marché des éco-recharges en disant, en plastique, en disant 83% de déchets en moins. Bon, je suis un petit peu halluciné parce qu'on ne met pas un produit dans un déchet, on met un produit dans un emballage. Donc à la rigueur, je veux bien entendre 80% de plastique ou d'emballage en moins, mais dire qu'on emballe dans un déchet, c'est un petit peu... le message est mal perçu. Voilà. Donc sachez simplement qu'on a étudié des grands thèmes qui sont aussi des thèmes qui ont été écrits par le Conseil national de la consommation, dont vous pouvez retrouver aussi le guide sur ces choses-là, le guide des allégations environnementales, mais d'une manière plus générale. Donc nous, les thèmes, ça a été l'éco-conception des emballages, les ressources utilisées pour réaliser un emballage, le contenu en recyclé, l'origine de ressources. On a aussi des assertions du genre absence de substance X ou Y. Est-ce que c'est bien, pas bien? Donc on a des recommandations. Comment on restitue l'information au consommateur? Les fameuses expressions globalisantes, sachez qu'en gros elles sont interdites. Quand vous parlez de révolution écologique ou je fais du bien à ma planète, c'est juste interdit par la loi. Et la fin de vie, qu'est-ce qui est recyclable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelles sont les lois qui sont derrière? Idem pour dégradable. Donc voilà, je vous invite juste à aller télécharger le document. Il y a plein de recommandations du Conseil national de l'emballage et de ses adhérents. Et bien évidemment, ce sujet-là ne pouvait pas être traité sans avoir le support donc de la RPP, typiquement, parce que la RPP, c'est la haute autorité, quelque part, qui regarde de très près toutes ces allégations, ces informations, notamment environnementales, mais plus largement développement durable. Et je vais laisser la parole à Stéphane Martin, qui va reprendre la main sur ce sujet-là. Merci Bruno. Donc, dans cette séquence justement entre les produits et le consommateur, il y a évidemment très souvent l'expression publicitaire, bien évidemment. Alors, je vais aller dans l'autre sens. Voilà. Donc, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité, le nouveau nom depuis bientôt 5 ans du BVP que vous avez pu connaître. Donc, une vieille existence, mais avec des fondamentaux qui existent depuis bientôt et qui coexistent depuis bientôt 80 ans, puisque nous sommes toujours une organisation d'autodiscipline publicitaire au sens où seuls les professionnels concernés par les messages publicitaires, les annonceurs, bien sûr, donc les entreprises qui, une fois qu'elles ont leurs produits, l'emballage autour, veulent en faire une communication publicitaire, les agences qui les accompagnent, tous les conseils d'ailleurs, puisque à l'ARP nous avons aussi des cabinets d'avocats par exemple, et puis tous les supports de diffusion, les médias et absolument tous les supports. Alors originellement évidemment c'était la presse qui a cofondé en 1935 cette problématique, mais depuis toutes ces années, tous les médias sont au fur et à mesure arrivés, évidemment l'internet, évidemment les réseaux sociaux, évidemment le mobile, sont partie prenante de ces règles-là. Donc nous sommes un tout petit peu plus vieux que le CNE, mais ce que nous avons comme mission commune, c'est d'œuvrer surtout, avant tout, sur des recommandations. On en a parlé tout à l'heure, puisque dans les missions, la mission première originelle, c'est bien d'avoir des règles partagées. Elles ne tombent pas du ciel, ces règles sont bien faites par les professionnels eux-mêmes, ce qui ne veut pas dire qu'ils le font dans leur coin, sans entendre personne, des petits arrangements entre amis, c'est loin s'en faut, mais pour que ces règles soient pragmatiques, bien appliquées et surtout explicitées,
il est important que ce soit les professionnels les premiers concernés qui prennent des engagements extrêmement forts en termes de, par exemple, de développement durable. C'est le sujet évidemment de ce salon, mais il y a plein d'autres règles évidemment qui vont concerner les enfants, les comportements alimentaires ou l'image de la personne. Et toutes ces règles peuvent être aussi bien techniques. Et c'est sur ces règles, ces recommandations que nous avons eu un travail en commun, mais chacun dans son domaine, puisque évidemment l'ARP n'œuvre pas sur les packaging, mais l'ARP va aider les entreprises à communiquer sur des produits, sur des services, utilisant et montrant souvent des packaging, on le sait bien, notamment pour toutes les publicités des produits de grande consommation, mais nous ne touchons pas évidemment à l'essence même du packaging. Donc on conseille énormément avant diffusion, tout à l'heure il y avait les chiffres, 150 conseils et avis rendus par jour avant diffusion, donc sur des projets de publicité, non pas évidemment pour les, comme parfois on nous présente, les censurer, loin s'en faut, mais pour diffuser une publicité qui préserve évidemment la protection du consommateur, c'est l'objectif premier, mais qui préserve aussi la liberté de la création publicitaire au sens que c'est un investissement des entreprises et cet investissement se doit d'être efficace et la créativité publicitaire est un des leviers très forts de cette efficacité. Tout ça devant se faire évidemment dans des limites et dans un contrôle, c'est vrai. Cette responsabilité que l'interprofession a pris depuis bien longtemps et continue de prendre, ces engagements notamment de règles déontologiques sur des engagements d'expression de ce que doit être le développement durable par exemple, les allégations comme on l'a vu tout à l'heure, les signes qui faire la part des choses entre un logo reconnu par exemple parce que public et un logo propriétaire, toute cette loyauté que l'on doit vis-à-vis des consommateurs, doit aussi d'être vérifié. Et c'est pour cela qu'il y a des bilans d'application, dont un notamment sur le développement durable. Et comme le CNE, tout cela évidemment est gratuit d'accès. La règle est libre d'accès, comme toutes nos règles déontologiques sur notre site. Les rapports le sont aussi, parce qu'ils ont une vertu pédagogique, avant tout. Ce n'est pas des vertus de sanction, c'est des vertus pédagogiques qui visent à aussi, parce qu'on ne sait pas tout, et il y a énormément de contraintes, mais la contrainte peut aider à la création publicitaire. À partir de ces contraintes-là, il existe donc des bilans d'application. On en a publié un prochainement, donc, que l'on mène sur le développement durable avec l'ADEME, que vous connaissez. Donc nous co-examinons finalement toutes les publicités sur le thème évidemment des arguments écologiques et nous regardons ce qui est conforme ou non. Et quand ce ne l'est pas, nous expliquons à l'annonceur et nous rendons public cette information. Ce qui a été rajouté avec le changement de nom en 2008, il y a 5 ans, c'est finalement la possibilité même pour les citoyens, qui soient d'ailleurs personnes physiques, associations, personnes morales, entreprises, autorités publiques, de saisir une instance indépendante, ce qu'on appelle le jury de déontologie publicitaire, dès qu'une personne ou une entreprise estime qu'une publicité ne serait pas conforme aux règles que les professionnels se sont fixées. Ce jury, l'ARP assure son secrétariat, mais est composé que de personnes indépendantes, tant de la profession que des associations, et ces 9 membres délibèrent, là encore, sans l'ARP, et rendent des décisions, elles aussi, rendues publiques, que vous trouvez sur le site du jury, non pas pour stigmatiser des entreprises, mais tout simplement pour, là encore, rendre explicite la bonne application des règles, tout ça dans un débat contradictoire. Alors, ces recommandations, et notamment celles qui nous concernent particulièrement, celles du développement durable, elles partent déjà, ne l'oublions pas, déjà d'une charte et d'un code mondial, celui de la Chambre de commerce internationale, qui en est à sa 9e version depuis 1937. Donc vous voyez que la préoccupation des professionnels est très ancienne sur la bonne pratique de communication publicitaire. Et la dernière actualisation de 2011 a évidemment un grand chapitre lié sur le développement durable, mais qui s'inspire finalement beaucoup de la démarche française. Alors nous siégeons évidemment au sein de cette chambre de commerce internationale, mais en tout cas, il existe un code qui s'applique dans plus de 120 pays, sur lequel tout chef de produit marketing, toute entreprise peut aller piocher des grandes lignes qui sont ces règles basiques que l'on trouve de véracité,
de proportionnalité, de clarté, de loyauté, et puis aussi, c'est important parce qu'on a parlé, tout à l'heure on parlera du Grenelle, puisque notre réforme tient beaucoup à cela, et cette recommandation est issue du premier Grenelle, c'est notamment qu'il existe des principes maintenant, que la publicité, même avec humour, ne doit pas pour autant discréditer ou ne pas détourner aussi de leur finalité tous les messages de protection de l'environnement et qui vont par exemple à une incitation à consommer plus. Donc toutes ces règles sont détaillées de manière assez simple mais détaillée, c'est-à-dire pouvant être comprises absolument par des non-juristes, hein, c'est très important. Ça doit être compris par des praticiens de la création publicitaire. Parce que nous savons très bien que, et a fortiori dans ce monde très ouvert, tant ouvert géographiquement qu'avec toutes les techniques de communication, que nous sommes plutôt dans une co-création de la publicité d'une manière ou d'une autre, comme d'ailleurs même des produits et des services, et que cette co-création fait que de toute manière le consommateur, et c'est naturel, attend que, ça c'est une étude Sofresque pour une agence de pub que vous connaissez qui est Australie, qui mène depuis plusieurs années des baromètres, et c'est cette notion de respect finalement qu'on doit avoir en tête. On parle à des consommateurs intelligents, matures, qui connaissent le marketing comme vous, hein. Ils savent peut-être pas mettre les mêmes mots, mais ils connaissent évidemment le marketing parce qu'ils baignent, et nous baignons tous dans une société depuis plusieurs générations qui connaît le marketing et donc évidemment la publicité, qu'en est son expression la plus visible. Mais vous voyez qu'à l'inverse, ils attendent aussi que la publicité leur montre des bons gestes, des bonnes pratiques, les aides finalement dans leur vie quotidienne et par exemple dans le tri et dans toutes ces choses-là. Donc c'est important, et j'en terminerai par cela, que cette notion de communication responsable, qui est un engagement que la profession a dans son entièreté, c'est-à-dire qu'aussi bien les annonceurs, les agences et les médias, comme tout support de communication, c'est ce socle commun, partagé, discuté avec les parties prenantes, hein, parce que nous avons des instances évidemment qui échangent avec les associations environnementales, les associations de consommateurs, ont plein de sujets en tête, au-delà même du développement durable, mais il y a évidemment tout ce qui est lié par exemple au gaspillage dans le cadre des comportements alimentaires, dans ce qui est dans la gestion des ressources énergétiques, en plein débat sur la transition. Quand on est dans le secteur automobile, on a évidemment des enjeux éventuellement de vitesse, de sécurité, mais aussi de protection des espaces verts. On ne montre plus de véhicules en France, et c'était à l'origine un engagement des professionnels, c'est dans le code de l'environnement maintenant, mais plus aucun véhicule à moteur ne circule en dehors d'espaces ouverts à la circulation dans les publicités, hein, regardez bien, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays du monde, mais que vous soyez même un fabricant de parfums et que vous voulez faire une pub très onirique et très jolie, il n'est pas question de faire rouler une voiture sur la plage dans la publicité. Il y a des enjeux évidemment pour les enfants dans la téléphonie, hein, la question sur les ondes. Il existe évidemment, vous ne pouvez plus montrer d'enfants utilisant des téléphones mobiles de moins de 14 ans. Hein, c'est un texte réglementaire, mais c'est une préoccupation aussi récente. Il y a aussi même si ça paraît une niche, mais évidemment la manière de parler du commerce équitable n'est pas le commerce solidaire, n'est pas le commerce de locavore, c'est codifié, le commerce équitable, ce n'est qu'obligatoirement que du nord-sud, par exemple. Et puis il y a évidemment tous les sujets que vous pouvez entendre, parce que les ministres ou des sénateurs ou des députés peuvent se saisir de ces enjeux de représentation, de la nécessité de représenter la diversité, les diversités d'ailleurs dans la publicité. Et donc, pour tous ceux qui sont entreprises et qui ne seraient pas à l'ARPE, rejoignez-nous, parce que seuls les membres évidemment de l'ARPE peuvent contribuer à cette réflexion collective d'établir des règles, non pas pour fermer la création publicitaire, la créativité, l'innovation, mais pour lui donner le souffle accepté de tous. Merci Stéphane. Je vais passer la parole à Jean-Baptiste, puisque donc EVA, qui va nous parler un petit peu de méthodologie, après les règles, après les bonnes pratiques. On a besoin de comprendre comment on arrive à l'information environnementale d'une manière judicieuse, intelligente, sincère et robuste.
Donc pour ça, j'ai fait appel à EVA, qui est le cabinet conseil en ACV notamment. Je te laisse la parole, Jean-Baptiste. Tu descends la molette. Oui, bonjour. Alors, ici, c'est un focus sur un des points que vous avez évoqué, Monsieur Martin. Le premier, c'est la véracité. Effectivement, la véracité des allégations environnementales, il faut la fonder sur des données les plus objectives possibles. Et une des façons de procéder, c'est de réaliser des évaluations environnementales des produits et des emballages en cycle de vie. Donc c'est un domaine qui est souvent perçu comme complexe, cher à mettre en œuvre. Et en fait, ça se démocratise, puisqu'on a aujourd'hui le Grenelle qui a lancé l'impulsion d'une information environnementale pour tous les citoyens qui est basée sur les analyses de cycle de vie. On en est pas tout à fait au début, la méthodologie est cadrée, les outils sont en train d'être mis au point pour être disponibles au plus grand nombre à un coût réduit. Donc pour illustrer ce que c'est, cette méthodologie, 3 exemples de produits que nous avons accompagnés dans une démarche d'éco-conception et d'éco-communication. Meugler, bébé confort pour des biberons, et puis Bic dans une campagne sur le rasage. Alors, Meugler, par exemple, vous avez un dispositif pour recharger des parfums en boutique. Depuis 1992, le groupe Clarins s'est positionné avec Meugler sur cette pratique qui permet de réduire le coût du parfum, qui a des avantages aussi pour Meugler, ça fidélise les clientes. Et puis pour l'environnement, le principe était évidemment c'est meilleur pour l'environnement parce que c'est rechargeable. Et en fait, avec le temps, il a fallu documenter, il a fallu vérifier les gains environnementaux. Donc c'est ce que nous a demandé de faire Meugler pour pouvoir donner des indicateurs chiffrés. Parce que c'est vrai que ce produit, on va trouver dans le monde 6000 sources. C'est du chrome, des plastiques, de la colle. On est sur un produit qui n'apparaît pas comme étant éco-conçu. Donc la bonne démarche, c'est de vérifier l'éco-conception du système complet, c'est-à-dire ce qui est écrit en premier, là, c'est l'extrait du communiqué de presse Meugler, pour la même quantité de parfum sur 5 ans. Voilà. Et donc si on part de cette unité fonctionnelle, une certaine quantité de parfum sur 5 ans, pour quelqu'un qui est fidèle à Angel par exemple, on va calculer les impacts de cette source au prorata du nombre d'utilisations pendant 5 ans par une cliente. On va inclure le fait que dans cette source, il y a des cartouches pour recharger, donc c'est impactant pour l'environnement, mais on évite les impacts du parfum du flacon qui va être réutilisé, donc on va éviter le rachat de flacons. Et donc on fait des calculs et on donne des indicateurs de réduction d'émissions de CO2, de déchets évités, d'énergie économisée. Le petit schéma en bas à gauche, c'est la notion de cycle de vie. Donc voilà, ça illustre ce que je viens de dire sur l'ensemble des paramètres qu'il faut prendre en compte. Donc ce qu'il faut en retenir quand on raisonne PAC, c'est qu'on est rarement objectif quand on compare 2 emballages qui ont des fonctions différentes, des modes d'usage différents. Il va falloir inclure le produit et inclure les modes d'usage. Donc là, si on compare Angel rechargé à numéro 5 ou à J'adore, on va devoir intégrer l'ensemble de la chaîne logistique, des déplacements des consommateurs, des emballages sur une durée d'usage de 5 ans. Voilà. Un autre exemple, c'est le groupe Bic. Bic fait partie de l'expérimentation de l'affichage environnemental qui a démarré voici 1 an et demi, qui a été clos l'été dernier et qui vise à tester la faisabilité d'étiquettes d'information consommateur. Alors étiquettes sur le produit ou sur le lieu de vente ou déportées sur Internet. Et donc on voit ici le résultat, c'est-à-dire une information sur les impacts d'un rasage. Donc c'est pour un rasage lié à un produit, donc Big Flex à gauche ou Flex Lady à droite.
Alors, à quoi ça sert finalement? Parce qu'on nous dit souvent que les consommateurs ne sont pas forcément attentifs à une information technique avec des virgules, comme vous le voyez ici, des chiffres après la virgule, des unités de mesure un petit peu complexes. La deuxième unité de mesure, c'est des kilogrammes équivalents antimoine. Ça traduit l'épuisement des ressources non renouvelables. Alors, vous êtes assez familiarisé avec les grammes équivalents CO2 pour l'effet de serre. Mais quand on veut mesurer l'appauvrissement des ressources non renouvelables, on va trouver un équivalent antimoine. Voilà, c'est une ressource qu'on peut prendre comme étalon. L'eau, ça paraît un peu plus simple à calculer, sachant que c'est une eau en cycle de vie. Donc on va le voir après. Alors transition ici, vous voyez sur le site internet de BIC, à tout moment on peut télécharger la méthodologie. Donc là c'est aussi une parenthèse pour dire on est transparent dans les méthodes de calcul et on peut challenger le BIC et puis en l'occurrence le cabinet qui les accompagne. Donc nous on peut faire la hotline aussi, on peut nous demander comment on a calculé les 4 litres d'eau pour le rasage. Et on peut avoir un accès donc à une information beaucoup plus pointue, impact par impact. Ça c'est tout à fait transparent. Alors, qu'est-ce que la marque va faire de cet affichage environnemental? Elle va l'utiliser quand même pour afficher des valeurs et pour avoir un objectif de progrès, de changement des pratiques pour le consommateur. Donc là, sur le site internet, vous avez un petit questionnaire. Peut-on réduire les impacts sur l'environnement du rasage? Alors, est-ce que vous êtes un homme ou est-ce que vous êtes une femme? Alors, on clique. Alors, ici, moi, j'ai choisi d'être un homme pour cette fois-ci, pour le questionnaire, et j'arrive à des questions sur l'utilisation d'une vasque, la température de l'eau, le nombre de fois où j'utilise mon rasoir. Et ensuite, on a des conseils qui découlent des questions posées. Alors, ce qui est tout à fait du bon sens, que vous voyez ici, en fait, ça va être étayé par des données chiffrées. Donc j'ai jusqu'à 92% d'impact sur l'environnement en moins si je ferme l'eau du robinet pendant le rasage. Alors, à travers tout ce qu'on a vu, on a vu 3 exemples. En conclusion, on peut dire que donner des allégations environnementales sur un produit ou sur un emballage, ça doit être vu avec une certaine hauteur pour pouvoir ramener les impacts à un service rendu. Et donc, très souvent, on a le produit emballé. Très souvent, il faut regarder le cycle de vie complet. Par exemple, pour BIC, réduire les impacts du rasage, c'est peut-être un rasoir qui se rince beaucoup plus rapidement. Je mets 2 fois moins de temps à rincer le rasoir, j'ai économisé 30% d'impact. Ce n'est pas nécessairement en ayant un manche en bois ou un manche en plastique biodégradable. Donc on va pouvoir orienter la stratégie de R&D et de conception de l'entreprise grâce à des données chiffrées et éviter de s'attaquer à des questions qui sont des faux problèmes environnementaux finalement par rapport à l'usage. Il faut toujours aussi se situer par rapport à l'offre disponible, c'est-à-dire que le produit vert, green, le produit éco-conçu, ça n'a qu'un temps, c'est-à-dire que si tout va bien, le marché va suivre et ça a du sens si par rapport à l'offre, on est meilleur et si on se différencie. Ça, c'est très important d'avoir cette notion-là. Et donc, il faut estimer la validité temporelle de l'allégation. On incite nos clients à faire des scénarios. Donc, si votre produit se généralise, si vos concurrents vous suivent, si telle norme sort, une norme qui va changer les modes de calcul, par exemple, soyez prêts à changer l'allégation environnementale. Donc, on a ce type d'apport qui est tout à fait complémentaire aux documents qui ont été présentés avant, qui ont été co-élaborés. Ça, c'est nos bases aussi, c'est-à-dire qu'on va se baser sur les règles de l'ARP. On a contribué au guide du Conseil national de l'emballage et c'est un peu notre guide de chevet, mais on va plus loin avec les clients et on les amène à avoir une réflexion un peu plus large. Merci Jean-Baptiste. Voilà, donc la conclusion, c'est expliquer ce qu'on fait, mais ça a été dit dans le communiqué de presse de Meugler, donc ça se trouve aussi, c'est nos clients qui parlent de ce qu'on fait finalement. Donc, voilà. D'accord. Donc effectivement, l'éco-conception, l'emballage green ou toutes les allégations qu'on peut y trouver, il y a des règles, il y a des bonnes pratiques, il y a des recommandations. On vient de voir tout ça de manière séquentielle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça et comment finalement, à la fin, au bout du bout, comment le consommateur perçoit ces informations, notamment des nanogrammes d'antimoine. Donc ça, c'est
c'est intéressant de savoir ce que le consommateur, comment il le perçoit et surtout qu'est-ce qu'il en fait, quoi. Et donc j'ai demandé à Olivier Blanchet, donc de InVivo BVA, de nous restituer d'une manière très macroscopique ce que pense le consommateur de tout ça et à travers un état des lieux. À toi, Olivier. Merci, bonjour. Effectivement, nous, on va apporter un petit peu la voix du consommateur. On va le faire à travers un très rapide état des lieux qu'on a fait la semaine dernière, un petit sondage très rapide, qui est certainement un petit peu embrumé par l'affaire du cheval. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et puis 2 études qu'on a réalisées avant, notamment celle sur ce que vous venez de voir sur BIC, donc avec l'ILEC, le dispositif d'information environnementale, comment le consommateur le perçoit, et puis une étude sur le tri sélectif. L'idée générale, si vous voulez, c'est que le consommateur, il n'y a pas de consommateur moyen, mais si je prends le consommateur médian, il est plutôt en attente. Il n'est pas en moyenne proactif par rapport à ça. Il prend l'information et on va voir quelle information il est prêt à prendre. Voilà. Quelle information il est prêt à prendre et à entendre et laquelle il perçoit aujourd'hui. Alors, ce petit sondage très rapide qu'on a fait la semaine dernière, il y a 2 semaines, il y avait 2 questions en fait. Est-ce que sur chacune des informations suivantes, elle est pour vous importante au moment où vous achetez les produits? Et vous voyez que tout ce qui est en rouge un petit peu foncé, c'est ce qui est très important. Il y a une vraie emphase sur le produit, la composition du produit, l'origine des ingrédients. Pour lui, c'est très important. Forcément, on parle beaucoup d'emballage. Le consommateur, quand il achète quand même un produit. Et c'est ça qui va primer par rapport à l'emballage. L'emballage, néanmoins, il va nous dire plutôt à 30-40% que oui, ça peut être relativement important de savoir comment trier et de savoir comment est fait l'emballage, l'aspect recyclable, etc. On voit bien que c'est à un second degré quand même et que c'est plutôt aux marques de communiquer, de créer ça. Alors ça, c'est sur l'importance. Globalement, ils perçoivent qu'effectivement, c'est globalement important. Est-ce que c'est bien mis en avant sur les emballages? Là, ils sont relativement plus mitigés, modérés. Globalement, oui, mais tout à fait non. Très clairement, quand on leur dit est-ce que c'est bien mis en avant, voilà, on est entre 10 et 20% qui nous disent oui, l'information aujourd'hui est bien mise en avant. Alors, c'est pas très grave parce que c'est a priori pas ce qu'ils viennent chercher en premier. Néanmoins, dans un avenir plus ou moins proche où ces problématiques prennent de l'importance, je pense qu'on va être amené à évoluer et on va voir comment avec les 2 études qui suivent. Alors le premier cas, c'est sur le tri sélectif. Et ce qu'on va voir, en fait, c'est comment on peut amener les consommateurs, ou en tout cas ce qu'ils sont prêts à faire aujourd'hui. En gros, il faut leur simplifier la vie. Hop, voilà. Donc sur le tri sélectif, on a posé une question, c'est sur les gestes suivants lesquels vous faites vraiment systématiquement. Et on a replacé ça dans une matrice en fonction du coût financier et de l'effort, j'allais dire comportemental, qu'induit ce geste. Ce qu'on voit, et là où ils sont prêts à le faire, donc 60 et 66%, je fais ce geste systématiquement, eh bien c'est des gestes très simples. Le tri sélectif, éteindre la lumière quand on quitte une pièce, ça c'est des gestes qui sont en train de rentrer dans les habitudes, dans les réflexes presque. Et c'est là qu'on peut effectivement faire des choses intéressantes dans la simplicité des gestes habituels. Ensuite, il y a des éléments qui coûtent rien financièrement, mais un petit peu plus d'un point de vue comportemental. Et là, on voit bien que leur systématisation est moins forte. Par exemple, moins d'eau, utiliser moins d'eau, ils sont que 35% à le faire systématiquement. Donc on voit que dès que ça commence à coûter un peu sur les habitudes de vie, c'est moins fort. Et puis jusqu'à les 2 coûts qui sont rassemblés, acheter en priorité des produits respectueux de l'environnement, c'est 6%. Et c'est là où le consommateur moyen n'existe pas, c'est-à-dire que celui qui est proactif par rapport à l'environnement, ça reste plus ou moins 5 ou 6%. Tous les autres, il va falloir les amener à ça par des gestes simples, par des prises de position des marques. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que l'évolution est plutôt positive.
On leur posait dans cette étude un petit quiz sur ce qu'on mettait dans quelle poubelle de tri. Et en 3 ans, on a continué à progresser sur les bonnes réponses. C'est-à-dire qu'on voit bien que plus une habitude se met en place, plus elle se renforce. Et plus les marques jouent le jeu, plus l'intégralité de la filière joue le jeu, plus le consommateur va réagir positivement. Les consommateurs sont plutôt dans un rôle passif neutre, à dire c'est aux fabricants et plus au pouvoir public de faire les efforts. Nous, on voudra bien suivre, mais ce n'est pas à nous de créer le mouvement. Alors, par rapport à ça, il y a effectivement des projets qui sont mis en place et on a, nous, eu la chance de prétester le dispositif ILEC. Et vous allez voir effectivement que surtout les gestes, donc on les a vus un petit peu sur BIC, qui restent effectivement d'une approche assez simple. On va voir que les consommateurs, les voilà, eux ont une approche à la base plutôt positive. C'est-à-dire que quand vous leur suggérez un dispositif d'information environnementale, ils vont vous dire que globalement, le chart de gauche, vous voyez, sont des informations utiles ou intéressantes à 85-86%. Ce qui est intéressant, c'est le cadre du milieu, puisque je disais, il n'y a pas de consommateurs moyens. Ben non, il y en a qui sont engagés, qui sont déjà presque proactifs par rapport à ce type d'information. Puis il y a tous les autres. Alors nous, on avait fait une typologie, mais notamment des réfractaires ou des gens qui se disent complètement indifférents à ce type de problématique. À 71% sont quand même d'accord pour dire que oui, c'est utile, oui, ça peut être intéressant. Donc, il y a des moyens pour intéresser et impliquer les consommateurs, même les plus réticents à la base. Alors, qu'est-ce qui était le plus intéressant? C'était encore une fois, alors on l'a mis en exergue à gauche, c'est les gestes malins. La façon de les amener, la grande masse, parce qu'il y a effectivement les proactifs, mais tous les autres, la grande façon de les amener tout doucement vers des gestes quotidiens, habituels, c'est de leur donner de l'information qui va leur faciliter cette prise d'information et les gestes derrière qui peuvent amener à des comportements environnementaux positifs. Alors, même constat sur cette étude, c'est qu'ils attendent beaucoup des marques. Ceux qui doivent se mobiliser pour eux, vous voyez, à 87% et 41% tout à fait d'accord, c'est les fabricants. Donc, la responsabilité des marques à très court terme, elle n'est pas forcément d'en faire plein de choses. En revanche, à long terme, et je pense que toutes ces problématiques à long terme vont évoluer, pourrait devenir un frein par rapport à une marque si on voit qu'elle ne fait rien. Donc le débat aujourd'hui n'est pas d'être 100% écolo demain matin, mais de ne pas apparaître à moyen terme comme celui qui ne fait rien, voire qui ne respecte pas l'environnement. Le dernier point qu'on voulait évaluer avec vous, parce que pour nous il est extrêmement important, c'est que faire du bien à l'environnement n'est pas décorrélé de l'efficacité économique. Nous, on avait eu la chance de tester donc la suppression des emballages chez Danone sur les parts 4. Sur certains segments, comme celui-ci, le fruit, la contrainte d'enlever de la surface d'expression du suremballage s'était traduit plutôt par des hausses, des progressions de performance. Donc pour les marques, ce qui est important, et je pense que là après on rejoint les designers et comment je fais d'une contrainte une opportunité, mais pour les marques, ce qui est extrêmement important à savoir, c'est que la contrainte, ou ce qu'ils peuvent vivre à un court terme comme une contrainte écologique, peut se transformer en opportunité de business. Là, l'idée n'était pas de coller ou d'apporter des informations, mais donc d'enlever un suremballage qui produit beaucoup de carton. Eh bien, ils ont réussi à refaire le design de telle sorte qu'il marche mieux en magasin. Donc ça, c'est une leçon vraiment importante, c'est communiquer sur de l'emballage ou supprimer de l'emballage ne veut pas dire, et ça peut être une réticence qu'on a au début en tant que marque, ne veut pas dire baisse des performances. On peut le transformer en opportunité de business.
Merci Olivier. On va passer à la partie questions-réponses. Donc on peut prendre des questions dans la salle ou si chacun d'entre nous a des questions à poser. Moi je peux commencer par une question à Olivier. Parce que de ce que je crois comprendre du sondage, donc les consommateurs jugent l'information intéressante. Bien évidemment, si on leur pose voulez-vous de l'information, je pense que globalement ils vont dire oui. Quand je vois aussi avec Jean-Baptiste qu'on parle d'équivalent grammes d'antimoine, la question qui serait à poser aux consommateurs, c'est comment vous percevez ou comment vous comprenez l'information. Est-ce que ça, c'est prévu dans votre feuille de route in vivo via vos acteurs économiques qui vous posent des questions? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, ils sont en attente. Donc, on peut effectivement leur poser toutes les questions. Socialement, rationnellement, ils sont plutôt positifs dès qu'on leur parle de les marques vont communiquer, etc. Eux, a priori, ont très peu d'avis proactifs. Ils vont vraiment être en attente et dans le jugement de ce qu'on leur propose. Ce qui est important à garder à l'esprit, c'est qu'eux, au moment où ils achètent leurs produits, aujourd'hui en tout cas, ce qui est important pour eux, ce n'est pas du tout les logiques environnementales. Alors, sauf pour la cible qui achète les produits plutôt verts, écolos, mais qui, en France, reste relativement restreinte. Par contre, eux, ils vont venir acheter du bon goût, un goût de fruits pour les yaourts, etc. Et eux, aujourd'hui, ils ont... Si on les écoute comme ça, ils n'ont rien à dire sur l'emballage. Là, pour Danone, par exemple, quand on leur a posé la question, alors qu'est-ce que vous en pensez? Personne n'a dit c'est super, ça va préserver l'environnement. Personne. C'est uniquement quand on leur met le sujet sur la table et qu'on leur dit ah bah voyez, on enlève du carton, c'est bien, et ils disent ah oui, c'est bien. Donc eux, ils vont vraiment être dans l'attente. Et encore une fois, pour les marques et pour les responsables de l'environnement, leur simplifier la vie par rapport à ça. Je pense qu'il faut que les allégations leur parlent le plus simplement possible, leur induisent des gestes les plus simples possibles, et c'est comme ça qu'ils vont y venir. Merci. Donc dans la continuité de cette question-là, je voulais voir avec Jean-Baptiste, finalement, est-ce que, nous CNE aussi, on est intéressés, c'est comment on parle aux consommateurs, parce qu'on a aussi les associations de consommateurs autour de la table, pour avoir un équivalent autre que l'équivalent antimoine. Est-ce qu'il y a, de la même manière que pour le CO2, on parle d'équivalent voiture, kilomètre, est-ce que ça, c'est une réflexion qui est menée? Alors, je sais que dans les ministères, ça travaille aussi sur le sujet, mais comment on rend l'information plus claire finalement? Parce que à vouloir intellectualiser le message, c'est peut-être un peu un raccourci que je fais, mais est-ce qu'on ne va pas finalement perdre de consommateurs, avoir une obligation légale à terme, alors je ne sais pas si c'est fin de cette année ou ultérieurement, mais de mettre des choses qui finalement ne seront jamais lues ou comprises par le consommateur. Donc est-ce qu'on peut déjà réfléchir, peut-être que vous chez EVA, vous avez déjà réfléchi à un équivalent image de l'antimoine ou Alors non, on a baissé les bras quand même, là, il faut l'avouer. Pour le CO2, la chance, c'est d'avoir la voiture, hein, entre guillemets, c'est-à-dire c'est 100 grammes le kilomètre. Donc on a pu expliquer aux consommateurs ce que c'était qu'une tonne de CO2 par équivalence avec 100 grammes rejetés au kilomètre. Et c'est d'ailleurs dans l'affichage environnemental, en analyse de cycle de vie, multicritères, dans le cadre du Grenelle, la figure imposée, c'est de continuer à communiquer en changement climatique, donc en équivalent CO2. Le reste n'est pas imposé. Et quand c'est trop compliqué, comme l'épuisement des ressources non renouvelables en équivalent antimoine, on va l'écrire en petit et éventuellement on ne va pas l'expliquer, on va plutôt dire que globalement c'est éco-conçu, c'est mieux pour l'environnement que la version d'avant. Voilà un chiffre en équivalent CO2 et sachez qu'on a fait une étude qui montre qu'il n'y a pas que le CO2 qui a été réduit, il y a aussi l'épuisement, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on le gère. Et surtout, on transforme ça en recommandation pour améliorer les produits. Parce que le CO2, c'est un marqueur. C'est-à-dire que si on réduit les quantités de matière, on va agir directement sur l'épuisement des ressources non renouvelables, mais aussi on aura un bénéfice en consommation d'énergie et donc en émission de CO2. Donc, c'est une donnée, l'antimoine, qui ne parle pas aux consommateurs, mais qui, au niveau de la R&D, au niveau des achats, on peut l'exprimer aussi en année de réserve. Ou il y a plusieurs unités pour l'épuisement des ressources non renouvelables. On a une oreille attentive dans les entreprises.
En la matière, la difficulté qu'on a et la complexité de l'intégration de tous ces CO2, ces tonnes, ces kilogrammes, etc. Nous avons, nous, des associations environnementales avec qui nous discutons aussi en amont. Et même pour l'automobile, ce critère de consommation n'est pas si évident que ça, parce que eux-mêmes, dans les associations comme au ministère, mesurent que on a une habitude que plus le chiffre est gros, mieux c'est. Et donc 112, 127, 145, c'est finalement peut-être pas si mal. Et que l'objectif n'est pas forcément d'avoir 70 ou 45. Et donc même dans une communication publicitaire automobile, il y avait une sorte de sacré Graal, y compris au niveau de directives européennes, hein, d'imposer, de mettre le plus gros possible cette donnée-là, mais ça peut se retourner justement contre l'objectif. Donc rien n'est jamais aussi acquis, parce que il est normal que le consommateur, dont c'est pas le métier au quotidien, qui a déjà beaucoup de choses à gérer, une grande complexité, il n'a peut-être pas forcément tous les éléments pour et donc il va s'accrocher à des référents, alors et qui sont que parfois plus le chiffre est gros, mieux c'est. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le groupe? Sinon on prend des questions parmi l'assistance. Est-ce que vous avez des questions? No question. Est-ce qu'il y a des designers PAC dans la salle? Non? Des concepteurs de PAC? Un designer, si, il y a l'observateur de l'éco-design. Est-ce que vous avez des questions sur les allégations environnementales? Ok, je pense que... Oui, question? Oui, en fait, votre question, c'est de noter que quand on calcule des impacts, on a du mal à comparer les produits parce que les experts en amont ont utilisé des méthodes différentes. Oui, c'est pour ça qu'on le traduit à l'extrême en geste malin. Voilà, il faut plier le produit, il y aura moins de déchets dans la poubelle. Et ça reste comparable plutôt d'un produit dans la même gamme, d'un produit à l'autre, dans une gamme, au sein d'une entreprise. Et ça reste effectivement une difficulté. Les chiffres bruts en CO2, en mégajoules, entre deux produits de deux marques différentes sont difficilement comparables. Mais la méthodologie progresse pour harmoniser ça. Ouais. Merci Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on clôture là la table ronde en vous remerciant d'y avoir assisté. Merci Stéphane, merci Olivier et merci à Jean-Baptiste. Merci Bruno. Bonne soirée.